Bon, nous avons vu l'interprétation des symboles de fonction, les F-algèbres, mais maintenant, pour définir la relation de satisfaction au premier ordre, il faut aussi que j'étende cette sémantique, cette interprétation, aux formules atomiques, donc aux symboles de prédicat. Et c'est exactement la raison pour laquelle j'introduis les FP structures qui vont étendre les F-algèbres par l'interprétation des symboles de prédicat. Plus précisément, une FP structure S du premier ordre, c'est d'une part la donnée d'une F-algèbre A, et d'autre part, pour chaque P en grand P, d'arité N, une relation NR sur le domaine de la F-algèbre. Donc une interprétation PS, qui sera un sous-ensemble de DA puissance N. Exemple. Donc, parmi tous les exemples introductifs, juste pour se remettre un petit peu en mémoire certains des exemples, je vais prendre l'exemple du pavage. Donc, dans l'exemple du pavage, on avait comme symbole de fonction 0 qui prend aucun argument, S a un argument, et je vais considérer comme algèbre la plus surprenante qui existe, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels avec le zéro des entiers naturels et le successeur des entiers naturels. OK ? Ensuite, on avait comme ensemble de prédicats P, symbole de prédicat P, un symbole binaire par tuile, avec pour objectif d'avoir dans l'interprétation de ce symbole de prédicat binaire l'ensemble des paires d'entiers, donc toutes les positions dans le quart de plan, où j'ai posé la tuile T. Donc on va écrire ça. On interprète PT dans la structure S, donc comme une relation binaire, qui va être l'ensemble des positions NM, donc des paires d'entiers, puisque mon domaine de ma structure, ce sont les entiers, tel que j'ai posé la tuile T à la position NM. Alors bien sûr, là, je peux faire ça de manière complètement arbitraire. Je n'ai pas du tout imposé de contraintes aux tuiles que je pose dans mon quart de plan. Donc ce que j'ai mis là, c'est en fait, ne dit rien de particulier, puisque je peux prendre pour interprétation de PT n'importe quelle relation binaire à ce stade. D'accord ? Mais supposons que j'ai pavé le quart de plan. Je prends pour interprétation de PT toutes les positions NM telles que la tuile T est posée à la position NM. Dans ce cas-là, par exemple, l'interprétation de deux symboles de prédicat différents, ce sera deux relations disjointes. Deuxième exemple, avec le même F et le même P, qu'est-ce que je pourrais choisir ? On a vu déjà comme exemple exotique les polyomino. Je vais continuer comme ça, donc je vais prendre comme deuxième exemple les polyomino. Alors les polyomino, je ne me rappelle plus exactement ce qu'on avait choisi comme nom, mais peut-être, vous vérifiez, mais disons que je l'appelle AP. Donc AP, ça va être l'ensemble des polyomino. P, alors là, P, il est utilisé avec beaucoup de sémantique, polyomino, donc je vais écrire polyomino en toutes lettres. Donc comme ensemble, comme domaine, le 0, c'était le polyomino vide,
Et le successeur, c'est j'ajoute un petit carré sur la colonne de gauche. OK ? Et maintenant, je veux interpréter les symboles de prédicat PT. Alors, je peux faire... il y a beaucoup de possibilités, mais pour PT1, par exemple, je pourrais prendre l'ensemble des paires de polyomino P1, P2, tel que P2 s'obtient par rotation de P1. Vous vous rappelez que c'est pas comme un Tetris, hein, les polyomino ne peuvent pas, deux polyomino qui s'obtiennent par rotation, l'un à partir de l'autre, ne sont pas identiques. Ce sont des polyomino considérés différents dans cette algèbre. Je pourrais prendre pour PT2 l'ensemble des paires de polyomino P1, P2, tel que P2 a un carré de plus que P1. Choix complètement arbitraire, hein, je ne vais pas l'utiliser. Mais on peut remarquer par exemple ici que quand même que l'interprétation, enfin PT1 et PT2 sont deux relations sur les polyomino qui sont disjointes comme l'étaient les relations sur PT ici dans le pavage, dans le premier exemple. Voilà, donc après ces exemples, comme on l'a fait pour l'interprétation des symboles de fonction et des F-algèbres, on peut étendre la notion de morphisme de F-algèbre à une notion de morphisme de structure qui exprime qu'on transporte les propriétés algébriques d'une des structures localement, les propriétés algébriques, dans l'autre structure. Donc si S1 et S2 sont deux FP structures, alors un morphisme de S1 dans S2 c'est d'abord un morphisme des F-algèbres sous-jacentes d'accord ? Et d'autre part, cette application, donc des domaines de S1 vers le domaine de S2, doit préserver les relations qui interprètent les symboles de prédicat. Donc pour tout P dans grand P tel que P a n arguments, si et pour tout A1 AN dans D A1, si j'ai A1 AN qui appartient à l'interprétation de P dans S1, alors H de A1 H de AN est dans l'interprétation de P dans S2. Donc je préserve bien les prédicats. Alors exemple. Je vais changer d'exemple. Pour introduire un exemple qui fait partie d'un domaine de l'informatique, domaine applicatif, les problèmes de résolution de contraintes, qui s'exprime justement comme la question de savoir s'il existe un morphisme entre deux structures finies en l'occurrence. Donc dans mon exemple, je vais prendre pour F l'ensemble vide, aucun symbole de fonction. Et pour P, un seul symbole de prédicat binaire, R. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une FP structure dans ce cas-là ? J'ai un domaine qui est un ensemble et j'ai une relation binaire. C'est ce qu'on appelle un graphe. Donc, les FP structures sont des graphes. Bon,
graphes orientés a priori, puisque je n'ai pas dit que la relation était symétrique. Ça peut être des graphes comme vous voulez. Alors, maintenant, on va regarder un exemple de morphisme de FP structure. On va prendre un modèle particulier, donc une structure particulière, un exemple de graphe, donc, et je vais prendre ce graphe-là. Okay. Donc j'ai un graphe qui a combien de sommets? 4, 5, 6, 7 sommets. Okay. Voilà, donc ça, j'interprète donc l'ensemble sous-jacent à la F-algèbre, c'est un ensemble à 7 éléments, avec ces 7 sommets-là. Et l'interprétation de ma relation, je l'ai représentée par des flèches qui me donnent toutes les relations qu'il y a entre les éléments de ce domaine. Et je vais considérer un autre graphe, qui est donc une autre, ça c'est la structure S1, on va l'écrire quand même, S1. Et ma structure S2, je vais prendre un graphe à 3 sommets, et là je vais leur mettre des couleurs différentes, vous allez comprendre pourquoi. J'ai un bleu, un rouge, un vert. Et mon graphe, c'est juste, tous les éléments sont en relation ici. Voilà. Tous les éléments sont en relation. C'est ma structure S2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un morphisme de la structure S1 dans la structure S2 ? Je vais essayer. Ça veut dire que je peux envoyer chacun des sommets qui sont ici vers un des sommets qui sont là. Ok ? C'est une application du domaine de S1 dans le domaine de S2. Et elle doit préserver ici la relation. Donc deux sommets qui sont reliés dans le premier doivent être reliés dans le deuxième. Et la seule chose que je n'ai pas ici, d'ailleurs, dans ce graphe-là, c'est une flèche du bleu vers le bleu, du vert vers le vert, ou du rouge vers le rouge. C'est les seules flèches que je n'ai pas dans ce graphe S2. Donc, ce que je ne peux pas faire quand j'ai construit mon morphisme, je ne peux pas avoir deux éléments en relation dans le graphe S1 qui sont envoyés vers le même sommet dans le graphe S2. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une flèche du sommet de S2 vers lui-même. Alors on va essayer de construire le morphisme. Bon là, par symétrie, je peux mettre la couleur que je veux sur le sommet qui est là. Donc là, je note, avec le point de couleur ici, quelle est l'image de ce sommet dans le graphe S2. Si ce sommet est envoyé sur celui-là, je le mets bleu. Par symétrie, je peux toujours supposer qu'il est bleu. Maintenant, si je regarde ces 4 sommets-là qui sont en relation avec le premier, je ne peux pas leur mettre bleu puisque sinon il devrait y avoir une flèche de bleu vers bleu ici. Donc je suis obligé de mettre des couleurs différentes. Et d'autre part, deux sommets consécutifs ici doivent également avoir des couleurs différentes pour la même raison. Donc je vais mettre arbitrairement, ça peut être rouge, mais c'est symétrique si c'est vert. Hop. Le suivant donc est nécessairement vert. Le suivant est nécessairement rouge. Le suivant est nécessairement vert. Voilà. OK ? Maintenant, si je regarde les deux sommets qui sont là, comme il a deux voisins qui sont rouge et vert respectivement, celui-là doit être bleu. Celui-là a deux sommets voisins rouge et vert, donc il doit être bleu. Et là, j'ai un problème. J'ai deux sommets reliés qui sont tous les deux bleus. Conclusion, il n'y a pas de morphisme de la structure S1 dans la structure S2.
c'est évidemment le problème qu'on a regardé ici, c'est ce qu'on appelle la colorabilité d'un graphe, et ici il a 3 colorabilités. Donc ce graphe n'est pas 3 coloriable. Bon, il est 4 coloriable, évidemment, parce que si j'avais un graphe à 4 couleurs différentes, je pourrais mettre la couleur différente ici, comme tous les graphes planaires ici. Donc il n'y a pas de... Voilà, donc ça c'est un exemple qui nous montre que la propriété de l'existence d'un morphisme, de transport de structure, permet d'exprimer des problèmes combinatoires. Et ça, c'en est un exemple.